Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je voudrais commencer par vous remercier pour votre présence. Remercier d'avoir accepté ce rendez-vous, d'avoir donné une suite favorable à mon invitation. J'ai souhaité vous rencontrer le président Bouniaï, président de l'ancien président de la République du Bénin, mon grand frère, président du Parti des démocrates, parce que il m'est revenu par plusieurs canaux, aussi bien à travers les médias que par les institutions de la République, par les partenaires bilatéraux et multilatéraux, que les démocrates avaient des préoccupations relatives notamment au processus électoral, diverses dispositions, aussi bien de la Constitution que du Code électoral, ainsi que la liste électorale, je pense. Que vos griefs, vos préoccupations sont de nature à ne pas créer au sein des démocrates de l'enthousiasme pour les élections à venir. Or, c'était notre espoir, nous tous, que l'ensemble de la classe politique participe aux activités politiques et aux élections à venir avec l'enthousiasme qu'on a connu jadis à la classe politique. Nous avons fait l'effort de réformer un peu notre environnement politique avec quelques déboires que nous avons tous connus ensemble, mais depuis, on peut observer que la situation s'est normalisée et les élections politiques étant les activités majeures des partis politiques, j'ai jugé bon vous rencontrer, vous recevoir, vous entendre sur vos préoccupations, notamment sur les griefs, toutes choses dont la prise en compte permettrait votre participation sereine aux compétitions à venir, d'autant que c'est l'intérêt de nous tous. Voilà, Monsieur le Président, pourquoi j'ai souhaité faire cette rencontre avec vous, pour qu'on débatte sans langue de bois de tous les sujets qui vous préoccupent, notamment tout ce qui est relatif au processus électoral. Merci bien, mon cher jeune frère, Monsieur le Président. Je pense que je salue le climat très fraternel, amical, qui a accompagné cette rencontre et l'accueil encore fraternel qui nous a été réservé. C'est vrai, moi je suis là avec ma double casquette, d'abord ancien président, mais qui est considéré qu'en même temps, préoccupé par la situation sociopolitique, disons, du pays, et j'ai préféré, à un moment donné, me proposer un aigle par rapport à cette formation politique pour accompagner. Je crois que c'est la meilleure manière, disons, d'aider mon jeune frère, le président. C'est la meilleure manière. Je dis, si quelque chose ne va pas, je tire sur la sonne d'alarme. Et c'est vrai, en y mettant la manière. Donc effectivement, nous répondons à cet appel-là, à cette invitation, avec beaucoup de joie, puisqu'il s'agit bel et bien des problèmes de notre patrie commune, le Bénin. Et notre espoir est que nous puissions avancer sur certaines questions. Nous prenons le premier point, c'est la question du cadre institutionnel. Ce cadre institutionnel, ça fait un petit moment qu'on en parle. Il n'est pas inclusif. Jusque-là, on a du mal à comprendre. Il n'est pas du tout inclusif. En 2023, ils ont décidé de se présenter en toute indépendance. Et effectivement, nous connaissons les résultats, nous allons y revenir. Prenons la question de ce cadre institutionnel, président, et nous voyons le caractère exclusif.
sur toute l'année, du point de vue de la liste électorale, du point de vue institutionnel, dans le processus institutionnel lui-même. Tout le monde le sait bien, jusqu'en 2009-2010, on n'avait pas de liste électorale de président syrien. Nous avons tenté. Nous avons pu faire cette liste électorale dans des conditions que le président lui-même a vécues. Et je pense que sans pouvoir traîner sur certains aspects, nous avons réuni, on s'est retrouvé avec, dans le cadre d'un dialogue politique, si on peut l'exprimer ainsi, les échanges que nous avons avec le président Amoussou, Bruno, Mbedi, etc., notre cher aîné, papa, le président Soglo et toutes les forces politiques, la société civile, on sait comment préparer les élections dans ce cadre. Donc, d'où la naissance de l'ALEPI. De pays comme l'Allemagne, la France et autres, etc. Je suis allé même l'Espagne, même la Finlande. Nous ont appuyés, nous sommes arrivés à ce niveau. On a préparé les élections jusque-là, jusqu'en 2016. Et quoi, ça a permis au président, au cher président jeune frère, d'être élu. Bien, nous avons continué. C'est vrai que on avait commencé par prendre une question de la VIP. Le RAVIP, nous tous nous savons que c'est la vocation d'état civil administratif. Ce n'était pas une orientation qui lui avait été donnée d'aller vers l'organisation des élections. Nous sommes un de béninois, fils, disons, du Bénin. Je suis convaincu que nous sommes préoccupés par la nécessité de construire notre pays dans tous les domaines. C'est le même cadre institutionnel qui leur a permis de se retrouver avec 28 députés à ce niveau. Donc, en définitive, la question d'inclusivité est une question qui est extrêmement préoccupante. Nous avons, c'est bien pour tenir compte de la question de la gestion de nos ressources limitées. On s'en félicite que, bien qu'il ait été prévu des élections générales, ces élections générales auxquelles on n'est pas habitué, on n'en a pas l'habitude, c'est la première fois. Pourquoi ce qui est prévu, les législatives, communales et puis la présidentielle. Il faut qu'on vide cette question-là, une fois pour toutes. La question de l'inclusivité, la question de l'année, la question du processus électoral, que nous ayons le courage vraiment de trouver une solution. Donc cette question-là, que nous puissions voir comment faire. En dehors des institutions qui organisent les élections pour que nous puissions aboutir à des élections transparentes, à des scrutins paisibles et pacifiques, sans pain de sang et autres, nous devons pouvoir vraiment trouver une solution et aller dans cette direction-là. L'année, pour moi, président, compte tenu des enquêtes ou des informations qui nous sont parvenues, la nation gagnerait. Et aller au-delà, et pourquoi pas, je ne dis pas que c'est la meilleure formule, mais on peut voir au niveau des politiques à parité, créer une espèce de, une structure qui chapeauterait l'ANIP, veillerait à ce que l'ANIP est en train de faire concourt vraiment à un scrutin transparent, équitable et paisible. Nous n'avons pas de grief, nous n'avons pas, je ferai de ma part, ils vont me compléter, nous n'avons pas de point qui concerne la Constitution. Et donc je crois, voici ce qui concerne ce point sur l'année, le processus électoral et autres, que nous puissions arriver vraiment à l'inclusivité, disons, du scrutin. Mais lorsque nous avons cette opportunité de rencontrer le président, et je crois le parti également, et puis encore que c'est lié, souhaite que nous puissions également échanger sur la question. Si nous parlons d'un dialogue inclusif, d'une paix durable
qui ne peut venir que de Dieu et de notre comportement lorsque nous acceptons ce que Dieu nous dit de faire. C'est de l'amour pour autrui. Ce qui me conduit certainement, Président, à cette question de nos compatriotes qui sont en ce moment dans les prisons ou en exil. Il est difficile de parler de paix sans en faire cas. Il est très difficile que la République en ce moment sait très bien que nous sommes en train de parler de ceux-là. Ceux qui sont en exil également. Et que ce soit la joie qui anime tout le monde et que ce pays baigne vraiment dans l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence de notre Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, grand frère. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Sur lequel on vient d'insister, par rapport aux institutions qui agissent dans le cadre des élections, c'est d'abord la question de la liste électorale et ensuite la question des organes qui dirigent. D'abord, la Sénat en tant qu'organe qui organise les élections et ensuite, surtout par rapport au jour du vote, les agents des bureaux de vote. Les questions de procès-verbaux non délivrés, procès du comportement de ces personnes et en amont, bien évidemment, de ce que la Sénat a pu offrir, des liasses exploitables ou non. À ce niveau, sur la question de la liste électorale, en principe, on ne devrait pas avoir de problème. Parce que l'option qui est faite, normalement, est une option qui part de l'état civil pour déboucher sur une extraction de liste. Il se passe que, de façon concrète, pendant les élections, il y a de nombreuses anomalies. Toute chose qui a perturbé le vote. Aujourd'hui, la façon dont la liste est extraite, en tout cas, nous ne sommes pas là. Nous ne savons pas ce qui se passe. Il n'y a aucune possibilité pour nous de savoir ce qui se passe. Donc, il y a lieu, à ce niveau, comme le disait le Président, de créer les conditions pour que toutes les parties qui participent aux élections voient ce qui se passe au niveau de la liste électorale. Donc, si nous avons la possibilité de faire nous-mêmes, ensemble, en tant que le pays, je veux dire, de regarder ce qui se fait et de nous conformer, de faire un audit et de nous assurer que ce qui se fait est conforme, je pense que cela ne fera que renforcer la confiance des acteurs. C'est cela qui appelle, de notre part, un souhait de réaliser un audit de la liste électorale, peut-être même de l'état civil. Ce ne sera qu'une contribution que nous aurions faite. Et en amont, nous aurons réglé en partie la question de la liste électorale. Il reste un deuxième aspect, c'est la Sénat. Le Président a bien expliqué. Le principe de la Sénat, depuis la base, c'est l'équilibre. Si tu me surveilles, je te surveille. On fait en sorte que les forces politiques qui sont en jeu se retrouvent au sein de cet organe qui est équilibré. Dans le cas d'espèce, la loi a voulu que le président de la République désigne un conseiller, que le chef de file de l'opposition désigne un conseiller, que la majorité parlementaire désigne un conseiller, que la minorité parlementaire désigne un conseiller et que les magistrats désignent un conseiller. Donc, il y a donc un souhait d'équilibre pour établir la confiance de tous les acteurs qui sont dans le processus politique. Donc, Monsieur le Président, le constat aujourd'hui, c'est que l'opposition, dans sa forme la plus expressive, notamment celle qui est au Parlement, donc qui constitue au jour d'aujourd'hui le plus grand parti de l'opposition, ne se retrouve pas, ni à travers la désignation du chef de file de l'opposition, ni à travers la désignation de la minorité au Parlement.
Alors, à ce moment, Monsieur le Président, que faisons-nous pour rassurer la nation, pour rassurer le pays, de ce que les équilibres sont respectés? C'est là l'équation qui nous amène à parler de cette question. Il restera, bien évidemment, Monsieur le Président, et j'espère que mes collègues vont le dire, les autres questions que le Président a bien voulu évoquer, notamment la question de nos collègues, de nos camarades, de nos concitoyens qui sont en situation délicate avec la justice et qui se retrouvent soit en prison, soit à l'extérieur, que nous souhaitons, bien qu'on crée les conditions pour qu'ils puissent rentrer. Nous avons introduit une proposition de loi d'amnistie et notre souhait, en venant vous voir aujourd'hui, c'est d'évoquer la question pour que vous puissiez nous accompagner afin que nous puissions réaliser cet objectif-là. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Vice-président, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Le Président, c'est Oui, bon? oui, oui. Allez, arrangez-toi. Monsieur le Vice-président, Non, il dit que c'est bon. c'est bon. Président, merci beaucoup. Monsieur le Président, Vice-président, merci de votre intervention et de la clarté de vos propos, de vos préoccupations, ainsi que quelques pistes qui ont été évoquées. Je voudrais faire le résumé rapide des points essentiels. Nous avons parlé donc de la liste électorale, ANIP et autres, c'est la liste électorale qui est le problème principal. Vous avez dit tout à l'heure, les données d'état civil, ce n'est pas la préoccupation, c'est ce qui est extrait comme liste électorale. Donc, liste électorale, la Sénat, la Cour constitutionnelle et les agents électoraux, c'est le processus même déroulement du scrutin. Et après, les exilés ou les gens qui sont en détention, qui sont en prison pour des causes diverses. Je vais essayer de donner ma compréhension de tout ce qui a été évoqué et voir dans quelle mesure vous apaiser ou trouver des voies d'apaisement. Puis c'est l'intérêt de la rencontre, Monsieur le Président. Je vais commencer par ce qui est véritablement inclusif pour le Bénin entier, qui est le rassemblement de tous ses fils pour une vie apaisée à l'intérieur du pays. Quand on a des enfants en prison, ce n'est pas avec joie qu'un père de famille, qu'une mère de famille, qu'un chef de famille, qu'un président de la République voit certains de ses concitoyens privés de leur liberté. Ça ne fait plaisir à personne. S'il y a certains de nos concitoyens qui ont quitté le pays pour échapper à un processus judiciaire ou qui pourrait les conduire à répondre de leurs actes et qui ont quitté le pays, ce ne peut pas être avec plaisir qu'on verrait donc certains des siens hors du pays et sans que ceux-ci ne puissent revenir comme ils voudraient. Donc c'est une préoccupation pour moi, une préoccupation légitime et qui ne fait de plaisir à personne. Mais au-delà de nos sentiments, de l'affect qui anime chacun de nous à l'égard de nos voisins, de nos enfants, de nos concitoyens, de nos voisins, le rôle qui est le nôtre, organiser la vie en communauté, ce rôle requiert de nous que nous puissions être capables également d'appliquer les règles, les règlements, les lois de la République et œuvrer à ce que la cité ne soit pas une jungle. Donc parfois avec peine au cœur, la responsabilité, la raison nous impose de pouvoir amener chacun à répondre de ses actes. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont détourné les ressources des deniers publics qui sont en prison parce que ils se sont attaqués légitimement et illégalement aux biens publics. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils se sont attaqués illégalement et légitimement aux biens privés. Ceux qui ont volé leurs voisins, la loi établit que cela est interdit et que quand ça se fait,
Elle doit être répressive en ce moment et demander à ce qu'il y ait des sanctions qui soient appliquées. C'est pareil. L'atteinte à la sécurité des individus ou des institutions est sanctionnée par la loi. Alors, est-ce que nos concitoyens qui ont une casquette politique, quand ils commettent des délits, devront-nous indéfiniment dire qu'à cause de cette casquette-là, ils doivent être tout le temps absous de leur faute, de leur péché, et qu'il faut toutes les fois dire amnistie, amnistie, parce que ceux-ci ont une casquette politique. Est-ce que ceux qui ont détourné les fonds publics, qui ne sont pas acteurs politiques, qui ne sont pas présidents de partis politiques, qui ne sont pas acteurs, dirigeants de partis politiques, ceux-là peuvent répondre de leurs actes et parfois être condamnés, exécuter leur peine. Mais ceux qui détournent les ressources publiques, parce qu'ils sont chefs de parti, parce qu'ils sont militants de partis politiques, parce qu'ils sont responsables politiques, ceux-là, il faut que systématiquement il y ait le pardon politique, que politiquement, ils soient amnistiés et que avoir la casquette politique vous évite de répondre de vos actes. Parce que quand on parle des gens en exil, il y en a parmi eux qui ont été seulement appelés à répondre de leur gestion, à répondre de ce que des fonds, par exemple, ont disparu, répondre de ce qu'on leur reproche un délit de droit commun. Ce n'est pas qu'ils ont commis une faute politique ou bien ils ont commis une faute dans le champ politique direct. Donc, Monsieur le Président, moi, je ne peux pas soutenir le fait que les acteurs politiques doivent être amnistiés systématiquement de tout délit parce qu'ils sont acteurs politiques. Si jamais on fait la promotion d'une telle chose, alors tous les Béninois deviendront des acteurs politiques, deviendront des chefs de partis politiques ou des acteurs politiques pour que toute faute soit impunie au Bénin. C'est pareil. Quelqu'un fait de la drogue. Et on dit, s'il est politicien, s'il est chef de parti ou s'il est acteur politique, il faut l'amnistier. Je ne peux pas comprendre ça. Quelqu'un pose des actes attentatoires à la vie d'autres dans le processus électoral. Là encore, je peux comprendre que dans le processus électoral. Et on dit que cet acte-là doit être impérativement amnistié. Impérativement. Quand est-ce que, au Bénin, nous allons instaurer un climat d'équité, de sorte que, qu'on soit acteur politique ou non, on répond de ces actes? Moi, je n'ai pris aucun décret pour envoyer un acteur politique ou un Béninois en exil. Donc, quand on me dit il faut que nos frères et sœurs en exil rentrent, je dis, je souhaitais qu'ils rentrent, effectivement. Certains vont répondre, certains vont être peut-être reconnus non coupables, d'autres coupables, et répondront de leurs actes. Mais ceux qui sont en exil, Monsieur le Président, ils ne sont pas en exil de leur propre chef, de leur propre responsabilité, à leur propre initiative. Et pour moi, cette question-là, elle n'est plus d'actualité. C'est ma position sur les condamnations judiciaires qui ont été prononcées contre des personnes qui ont commis des délits, bien qu'étant acteurs politiques. Ceux qui sont en exil, moi je n'ai envoyé personne en exil. Et je souhaite au contraire que chacun puisse rentrer librement. Et s'ils sont convoqués devant la justice, qu'ils répondent, parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Et c'est pour ça que, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je voudrais que cette question-là, en ce qui me concerne, ne fasse pas l'objet de beaucoup de débats, parce que ma position est claire là-dessus. Je voudrais aborder les autres questions. On va l'évoquer, hein, la composition de la Cour constitutionnelle, parce que c'est une institution qui participe au processus électoral. Si sa composition ne vous met pas à l'aise, vous pouvez craindre
que cette décision pénalise ou bien porte atteinte à la sincérité du processus électoral à venir. Mais je comprends que les démocrates n'aient pas désigné quelqu'un au sein de la Cour constitutionnelle. C'est vrai, au constat, je ne vois pas qui à la Cour aujourd'hui a été désigné par les démocrates. Donc je comprends que cela, je ne sais pas s'il faut dire vous préoccupe, ou bien si cela vous inquiète, ou bien si cela est de nature à vous donner un peu de stress, je peux comprendre. Mais le Bénin a beaucoup évolué depuis les années 90, beaucoup évolué. Et tout le monde sait très bien que la plupart de nos institutions de cette nature ont toujours accompli leur mission avec classe, avec dignité et responsabilité, depuis la conférence nationale. Et moi, j'ai vu que toutes les cours qui se sont succédés ont joué leur rôle vraiment avec la responsabilité la plus indiquée, avec dignité. Le président en 2006, vous avez été élu président, pas les élections, pas les urnes. J'étais, comme vous venez de le dire, votre partisan. On était comme ça. Nous n'avions aucun ami, personne à la Cour constitutionnelle. Pourtant, vous avez gagné les élections, nous avons gagné les élections. Le président Kékou, qui vous a passé le témoin, a été élu président de la République en 1996. Alors qu'on venait de mettre en place cette institution-là, elle était à ses débuts, on pouvait craindre qu'elle ne soit sous la botte du rayon d'alors. Ils ont joué leur rôle à notre admiration, à nous tous. Après le président Kékou, après vous, en 2016, je n'avais pas, parce que on n'avait personne, on n'a désigné personne à la Cour constitutionnelle. La Cour a joué son rôle avec dignité. Je n'ai pas noté que parce que je n'ai désigné personne à la Cour constitutionnelle, elle n'a pas joué son rôle. Donc ce ne serait pas bien que nous remettions en cause nos acquis, ce qui fait l'honneur du Bénin, ce qui a fait que nous sommes fiers de nos institutions. Ici, à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays, ce que nous avons bâti sur autant d'années, autant de générations, autant de décennies, que nous les remettions en cause juste parce que nous avons envie d'avoir un discours politicien, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. C'est pas bien. C'est pas bien. Le Bénin n'est plus à ce stade-là. Et moi, je salue tous ceux qui ont été dans les diverses institutions de ce genre, notamment qui ont été à la Cour constitutionnelle. Et je veux espérer, croire que ceux actuels, comme ceux à venir, vont jouer leur rôle, comme ça a toujours le cas, pour que cette caractéristique-là, excusez-moi de le dire, ne caractérise plus le Bénin. Et ça fait longtemps que nous avons quitté ça, comme on dit, en français populaire. Donc, il ne faut pas que nos intérêts politiciens nous amènent à dégrader nous-mêmes l'image de notre pays et à faire des commentaires qui remettent totalement en cause nos acquis. Vous vous rappelez, Monsieur le Président, qu'après mon élection en 2016, j'ai suggéré de réformer la Constitution sur certains aspects. J'ai voulu, moi, que les dispositions organisées à la Cour constitutionnelle soient révisées. Pas parce que je ne faisais pas confiance, donc j'ai été élu avec cette Cour-là, mais parce que j'estimais que le temps passant, que nous pouvons adopter de nouvelles dispositions dans un nouvel état d'esprit, dans une nouvelle dynamique pour l'organisation de nos institutions politiques. Parce que j'ai estimé à l'époque que le pouvoir politique, tel qu'il a été organisé au lendemain de la conférence nationale, pouvait s'exprimer, pouvait se définir autrement. Pour changer de palier en termes d'organisation politique de notre pays. Personne n'a voulu. Moi, j'ai voulu que les nominations de la Cour constitutionnelle ne se fassent plus de cette manière et que le président de la République élu ou en exercice
ainsi que le bureau du Parlement ne soient plus les principales sources de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. J'ai voulu ça. Mais tout le monde, la classe politique d'alors, ne m'a pas suivi. Donc vous-même, Monsieur le Président de la République. Mais la classe politique. En 2017. Et je voulais qu'on change le modèle de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Je voulais qu'on change le mode de désignation même du président du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a certaines institutions dont je voulais la mutation. Pas parce que j'avais une défiance de sincérité ou de transparence à leur égard, mais parce que je voulais que les choses se passent désormais autrement en termes de modèle politique. Moi, je ne voulais pas désigner des gens dans ces institutions. Je ne voulais pas. Et j'ai dit ouvertement que je préfère ne désigner personne. C'était mon choix. Vous l'avez combattu. Y compris vous-même, monsieur mon grand frère. Ben non. C'est le ministre qui a combattu. Ah bon? Il n'est plus avec moi. C'est lui qui va répondre. Monsieur le Président. Oui, non. Non. Donc moi j'ai pris acte de la volonté du peuple. Il m'a dit, ok, c'est ça, moi je ne touche pas. Et aujourd'hui, je ne pense pas, sincèrement, et vous l'avez dit, j'étais heureux de vous entendre dire, monsieur le Président, vos lieutenants ne vous ont pas suivi dans la question, vous avez dit, la Cour constitutionnelle, pas de problème. Ils sont venus là-dessus un petit peu, d'une manière un peu habile. Non. Mais je pense que vous n'êtes pas en train de remettre en cause la composition, les dispositions de la Constitution qui organisent la Cour constitutionnelle. Non, je voulais du tout dire que on sait comment ça se faisait. Moi-même, je ne m'en occupais pas. C'est vrai. Quand vous étiez président? Oui, quand j'étais président. C'est-à-dire que le bureau du Parlement, président, le bureau du Parlement doit refléter la configuration du Parlement, en configuration politique. Comme actuellement. Est-ce que le bureau actuel a été composé conformément à la configuration politique du Parlement? Des députés. Ce n'est pas le cas. Si vous permettez, Oui. c'est une décision de la Cour constitutionnelle qui a formalisé cette pensée. Cette pensée-là. Répartition proportionnelle, majorité, minorité. Que le bureau du Parlement ait statué ensemble sur les personnes à envoyer à la Cour constitutionnelle ne veut pas dire que ces personnes envoyées doivent être désignées conformément à la répartition. C'est pas ça. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Non, vous avez fait exprès tout à l'heure de vouloir me mélanger. Non, je ne veux pas vous mélanger. Ah bon? Pour revenir à la question essentielle de savoir, Monsieur le Président, si la Cour constitutionnelle, telle qu'elle est organisée, telle qu'elle est composée, telle qu'elle est, les membres sont désignés, est-ce que c'est conforme à la Constitution? C'est oui. Est-ce que c'est conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale? C'est oui, en droit. Mais ce n'est pas bien qu'on critique, qu'on parle des institutions qui ne sont pas, qui convient de réformer impérativement, parce que, comme si Talon, à son arrivée, a modifié les textes, de sorte qu'aujourd'hui, les choses se passent à son gré, selon son bon vouloir. Ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas touché, Monsieur le Président, aux dispositions de la Constitution organisant la Cour constitutionnelle, aussi bien dans la désignation de ses membres que dans son fonctionnement. Je n'ai pas touché à ça. Ça fait 30 ans, 33 ans, que ces dispositions sont en vigueur au Bénin, ont toujours bien fonctionné, les uns les autres les ont respectés, et après, dans l'application, parfois, les gens agissent selon leur caractère, selon leur humeur, mais en respectant les dispositions de la loi, et ça s'est toujours très bien passé, quelles que soient les petites histoires qui passent, nous sommes des humains. Il n'y a pas cette société humaine dans laquelle il n'y a jamais de petites frustrations. Donc ne faisons pas de ça l'objet du dénigrement du Bénin entier, monsieur. C'est pas bien. Et ça a toujours très bien fonctionné. Il y a eu des choses qui ont été dites ici par la Cour constitutionnelle, par des membres de la Cour, qui ont dit des choses qui ont paru aux yeux de tout le monde énormes. Ce n'est pas pour autant, Monsieur le Président, que nous avons remis en cause la dignité globale de la Constitution, de la Cour constitutionnelle. Non. Quand on a dit au Bénin que avoir eu 39 ans, au lendemain de son anniversaire, 39 ans plus un jour équivaut à 40 ans, est-ce que pour autant nous avons demandé de balayer la Constitution?
de changer. Non, c'est parce que des fois, il y a de petites choses qui arrivent. Il y a même des choses graves qui sont arrivées. En votre temps, Monsieur le Président. En votre temps. Avec votre bénédiction. Pourtant, personne n'a remis en cause. Moi, je suis venu aux élections présidentielles en 2016 avec la même cour, qui a su être digne, qui a su être des responsables, et les élections se sont bien passées. Donc, Monsieur le Président, la Cour constitutionnelle au Bénin, dans sa forme actuelle, dans son fonctionnement, a déjà classé le Bénin dans une autre dimension. Préservons cela, ne jetons pas de l'opprobre sur le Bénin juste parce que nous voulons critiquer simplement. Ce n'est pas bien. Nos institutions électorales, Monsieur le Président, fonctionnent très bien au Bénin. Moi, en remerciant la Sénat sortante, M. Tiando, qui a été votre ministre, qui a présidé la Sénat pendant longtemps, j'ai tiré le chapeau, j'ai dit, le Bénin, sur ce point au moins, le Bénin a changé de palier. Le Bénin n'est plus pareil aux autres États du tiers-monde où les institutions électorales, le processus électoral fait l'objet de beaucoup de critiques. On révise des soucis, on demande aux institutions internationales de venir suivre les élections parce qu'on n'a pas confiance. On a dépassé ça, Monsieur le Président. Et ça, cet acquis-là est du mérite de nous tous. Vous avez contribué à ça. Le président Kérékou a contribué à ça. Le président Seglo a contribué à ça. Le président Yaïboni a contribué à ça. Je ne fais que mettre mes pas dans les vôtres pour parfaire un système qui nous fait honneur à nous tous. Donc, il serait bien que ce à quoi vous avez contribué, ce que vous avez bâti pour 10 ans durant, que je n'ai pas changé, qu'aujourd'hui vous ne dénigrez pas cela, que vous ne dites pas aujourd'hui que ce n'est plus bon, ça n'a jamais été bon, ou bien que c'est mal appliqué. Non. Ma requête à votre endroit, Monsieur le Président, c'est de préserver l'image du Bénin, de préserver l'image de ce que nous avons bâti ensemble, de préserver nos acquis, même si elles sont perfectibles, même si on peut les améliorer, mais de ne pas dire que si c'est comme ça, les élections prochaines se passeront mal. Si c'est comme ça, il y aura un problème. Parce que ça a toujours été comme ça pendant plus de 30 ans et tout s'est bien passé à la satisfaction des acteurs politiques in fine. C'est légitime qu'un compétiteur politique ait des craintes. C'est normal. Mais l'histoire nous a montré qu'à la fin, les institutions de la République en charge des élections ont toujours agi avec responsabilité et dignité. Alors, il faut continuer de faire confiance à nos tests, à nos lois et à notre peuple, ainsi qu'à nos institutions. Maintenant, pour finir sur la question, Monsieur le Président, pour finir là-dessus, sur ce point-là, moi, je n'ai pas changé non plus les dispositions qui organisent la Sénat. Je n'ai pas changé ça. Nous avons introduit le directeur des élections, qui est un poste technique, mais la composition de la Sénat, qui chapeaute, organise et coiffe tout le processus électoral. Je n'ai pas touché à ça. C'est exactement les mêmes modes de désignation. Seulement que celui qui est là-bas au titre de l'opposition est quelqu'un qui relève d'un parti qui s'appelle FCBE, qui n'est plus aujourd'hui en symbiose avec le groupe les démocrates en tant que parti d'opposition. Mais je ne sais pas si, parce que les démocrates estiment qu'eux aujourd'hui sont les vrais opposants, ils estiment, parce que moi je ne sais pas qui est vrai, qui est faux opposant. Parce que c'est ça, est-ce qu'il faudrait dire écourter le mandat de celui qui représente l'opposition qui est FCBE? Et je pense que, Monsieur le Président, vous n'avez pas voulu ça. Parce que vous avez dit, ce qu'on peut faire, c'est par exemple nous voir ensemble et augmenter le nombre. Passer peut-être ils sont 5, non? Vous voulez peut-être qu'on passe de 5 à 6 ou à 7. Donc, vous avez suggéré que, pour ne pas écouter le mandat, parce que ce n'est pas conforme à la loi, trouver un consensus général pour pouvoir passer à 6 ou à 7 pour intégrer quelqu'un que la Sénat, que les démocrates pourraient désigner. Mais, Président, vous avez oublié une chose. Depuis que la Sénat a été instituée au Bénin, il y a eu beaucoup de partis d'opposition importants dont aucun représentant n'a siégé à la Sénat. Est-ce que tous les partis d'opposition doivent forcément désigner quelqu'un à la Sénat? Parce que si on fait ça, demain, nous allons passer de 6 ou 7 à 9 à 10 à 20 peut-être. Mais l'esprit de nos lois, de notre constitution, des dispositions électorales, n'est pas que, au gré de chaque mouvement d'opposition mutant,
Parce qu'on peut être opposition aujourd'hui et demain être partenaire. Il se pourrait que demain les démocrates soient partisans de Patrice Talon avant la fin de mon mandat. C'est bien possible. Ça, on a l'habitude de voir ça. Rien ne dit que vous serez opposition à Talon, au régime actuel, jusqu'en 2026. C'est pour ça que je voudrais vous prier de faire de vos craintes un stress légitime et normal quand on est en compétition. C'est normal. Mais son stress, ses appréhensions, parce que nous sommes des humains, ne doivent pas nous amener à exiger, au risque d'enflammer le pays. Parce que quand vous parlez, nos concitoyens ont l'impression que Talon a tout changé. Oh, c'est pas vrai, j'ai touché à rien dans cette disposition-là. Nos concitoyens ont l'impression que les élections à venir vont être encore des élections à feu. Ce n'est pas vrai que rien ne devrait nous amener, que les élections sont passées récemment sans histoire. Et pourtant, vous n'étiez pas au Parlement. Et pourtant, vous n'étiez pas à la Sénat. Pourquoi les élections générales 2026 ne se passeront pas comme celles qui sont passées par laquelle vous avez été élu au Parlement? Pourquoi pas? Pourquoi voulez-vous que ça change? Et je voudrais que le président veille à ce que les démocrates ne développent pas un tel état d'esprit. Que les démocrates ne soient pas un parti de feu. Même si dans votre logo, il y a des flammes, ne soyez pas incendiaires, comme on dit. Non, ne faites pas ça. Moi, je ne permettrai pas ça. Le parti n'est pas comme ça, président. Ne soyez pas incendiaires. Non, non. Je ne peux pas incendier le pays que j'ai dirigé, président. Dites-leur ça aussi. Non, non. Je préfère vous le dire vous-même. Eh bien, concernant la Sénat, je pense, j'ai continué, sauf erreur de ma part, pendant les 10 ans que j'ai passés, l'opposition a toujours été représentée. Mais c'est le cas actuellement, Monsieur le Président. Non, les FCBE ont quelqu'un à la Sénat. Ne me dites pas que le FCBE est une partie d'opposition. Vous reconnaissez que les FCBE sont quand même représentés à la Sénat. Et vous dites que les FCBE, pour vous, n'est pas un parti d'opposition. C'est cela. Moi, je n'ai pas de FCBE dans mon gouvernement. Deuxièmement, je n'ai jamais fait de rencontre politique pour organiser le programme d'action du gouvernement avec les FCBE. Maintenant, le président Yaïboni est un ami personnel. Le président Rouneté est un ami personnel. Achade, pas moins. Le vice-président Arossi, pas moins. Est-ce que pour autant, les démocrates, pour certains qui ne sont pas ici parmi vous aujourd'hui, vont dire que démocrates pareil, ce n'est pas parce que vous m'insultez à la télévision, dans les médias, que vous êtes le parti d'opposition le plus reconnu. C'est parce que quelqu'un ne m'insulte pas, comme vous, que ce parti n'est pas un parti d'opposition. Est-ce que vous avez l'espoir? Vous me direz que ça c'est une vraie opposition parce qu'il m'insulte tout le temps. Pour moi, l'opposition ne se caractérise pas en termes de propos. Non. Parce qu'il y en a qui ont le propos violent, il y en a qui ont le propos convenable. Pour moi, jusqu'à nouvel ordre, je n'entends pas les FCBE applaudir l'action du gouvernement. Je n'entends pas les FCBE ne pas s'opposer à nous publiquement partout. Moi, quand j'écoute les FCBE, ils sont toujours en train de critiquer l'action du gouvernement. Ils ne participent pas à la réflexion avec nous. Ils sont toujours en train de faire des contre-propositions. Ils ont toujours été opposés à tout ce que nous faisons. J'aime bien même parfois que certains opposants aussi quand même approuvent ce qui se passe. Mais la FCBE, non. Mais vous estimez que la FCBE, ce n'est pas l'opposition. Je vous le concède, c'est votre analyse. Donc pour vous, l'opposition ne sera présente à la Sénat que si les démocrates sont présents. Mais le parti restauré, comment ça s'appelle, l'espoir de Azanaï, aussi doit être à la Sénat. Le président Soglo, MPL, il doit être aussi à la Sénat. Mais on ne peut pas dire que quotidiennement, toutes les fois qu'il y aura un mouvement dans les partis d'opposition, les partis sous l'action du gouvernement, il faut changer les règles, il faut changer les modifications. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça l'esprit des textes qui régissent le pays. Et il y a des points sur lesquels je pense que quelque chose doit être fait. Et voyons quels sont les domaines dans lesquels on peut corriger les erreurs du passé sans remettre en cause le fonctionnement de la République, sans remettre en cause ce qui organise l'esprit même de l'organisation de la République et dont le Bénin ne fait pas exception. Donc, j'en vais dire, je n'ai pas abordé tous les points, il y a des points sur lesquels il peut y avoir, on peut ajuster les choses pour que cette frustration ne perdure pas. Excusez mon insistance,
qui se fonde sur le nécessaire équilibre dans un organe comme celui de la Sénat. La Sénat a été pensée pour être un organe d'équilibre. Il a évolué à un moment où on a fait, je pense après 2011, on a fait créer la Sénat presque paritaire. De sorte que même au Parlement, le groupe le plus petit, il y avait 2 pôles, minorité, majorité. Le groupe le plus petit, si la Sénat est composé de 7 membres, le groupe le plus petit désigne 3 et le groupe le plus grand désigne 4. Ça, c'est l'esprit. Bon, maintenant, Président, il y a un problème d'interprétation. Le mandat de la Sénat n'est pas le mandat des conseillers. La Sénat est désignée pour 5 ans. Les conseillers représentent des tendances données, des opinions données, des groupes donnés. Lorsque c'est chamboulé, le principe de l'équilibre est rompu. Le principe sur lequel est conçu la Sénat, on doit le maintenir, on doit faire en sorte de le maintenir. De sorte que, normalement, si le président de la République change dans le mandat, c'est-à-dire que la Sénat qui est désignée là, elle est désignée pour 5 ans, mais on doit faire en sorte de maintenir l'équilibre. C'est ça qui est juste, Président. Je vous comprends. C'est ça qui permet de rassurer. Parce que le rôle de la Sénat, c'est de rassurer. Sinon, on désignait des fonctionnaires simplement pour faire le job. Vous avez bien compris, monsieur le Président. En fait, il pense qu'il faut qu'à tout moment, l'équilibre au sein de la Sénat soit maintenu, à tout moment, quotidiennement. À tout moment. Non, ça ne se fera pas au quotidien. Non, mais permanemment. Bon, enfin. Et non pas période. La Sénat a une période. Est-ce que ce serait pendant la période de mandat de gens ou bien même pendant ce mandat-là, il faut que l'équilibre soit permanent? Il faut l'équilibre, c'est ça le rôle de la Sénat. C'est permanent ou périodique? Je ne comprends pas. Je veux dire ceci. Vous voulez que l'équilibre J'ai illustré, Président. Vous voulez que l'équilibre soit établi à la composition ou bien que l'équilibre soit permanent? Même une fois qu'on a composé au début, si entre-temps l'équilibre est rompu, il faut rétablir l'équilibre. Il faut rétablir. Président, il faut rétablir. Voilà. Donc, il veut que l'équilibre soit permanent. Donc, en ce temps, si dans la vie politique du pays, pendant le mandat de la Sénat, si un parti d'opposition, par exemple, se rallie, et qu'un parti qui est allié devient opposition, même pendant le mandat de la Sénat, il faut le modifier. C'est un choix. On peut décider de le faire ainsi. Mais nous allons modifier complètement l'esprit qui a été mis en place depuis l'institution de la Sénat. Parce que ce n'est pas moi aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous parlez, concédez-moi et dites à l'opinion que les textes qui sont en place, ce n'est pas Talon qui les a mis en place. Ce n'est pas Talon qui les a modifiés. Parce que l'opinion a tendance à croire que le dispositif actuel que vous critiquez est mis en place par Patrice Talon. Donc dites-leur que ce dispositif-là, c'est celui dont vous avez hérité vous-même, Monsieur le Président, pendant que vous étiez président. Que ce dispositif a fonctionné, que il continue de fonctionner, mais que peut-être il est temps de changer. Au moins faites cette nuance-là en disant, bon, c'était notre façon de fonctionner pendant 20 ans, pendant 30 ans, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il faut le changer. Ce serait plus équitable de le présenter ainsi. Parce que votre présentation a tendance à faire croire que je suis le responsable de ce que vous appelez insuffisance. Vous reconnaissez que ce n'est pas moi. Et qu'il faut refaire les tests de sorte que, à tout moment, les groupes qui sont reconnus comme tels enlèvent la légitimité à ceux qui y sont, nonobstant la durée du mandat. Ça, on peut le faire. Si vous décidez de le faire, moi, il n'y a pas de problème. On va voter les lois, on va faire le débat avec les gens, on va voter les lois. Mais je vous dis une chose, hein, vous ne serez pas opposants éternellement. Au moment viendra où même vous allez dire, ah, non, on va revenir encore en arrière. Donc, Président, voilà. je crois qu'on se rejoint. On se rejoint.
La nation est arrivée à ce point où nous avons été rattrapés par une mutation. Et pour tenir compte du passé, parce que lorsque nous avons parlé de nos compatriotes, de certains qui sont aujourd'hui en prison, il y a une cause, c'est l'exclusion, président. La cause, elle est politique. La solution doit être politique. C'est vrai, j'ai vu... Donc celui qui détourne l'argent, non, c'est une cause j'ai politique. parlé des politiques. Oui. Il parle des politiques. Si un ministre, un maire, en exil parce qu'il a détourné, la cause est politique. Je crois qu'il s'est passé quelque chose, président. On sait de quoi on parle. Non, dites-moi. Non, je dis, ceux qui sont en prison en ce moment, ceux dont on parle. C'est qui? Je ne les connais pas tous. Je ne les connais pas tous. Je ne les connais pas tous. Ah, ceux qui ont fait les violences en 2019 et qu'on sort? Je n'en sais rien. Les violences, c'est la question qu'il faut se poser maintenant. D'où sont venues ces violences? S'il y a eu violence. Mais vous savez que le plus grand nombre oui. est en liberté. Hein? J'ai même dit ça un peu au ministre de la Justice en demandant au parquet d'accorder la liberté conditionnelle. Parce que je ne peux pas arrêter le processus judiciaire, sauf s'il y a amnistie. Je ne peux gracier qu'après décision de justice. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'arrêter un processus qui est en cours au tribunal. Si ça finit, je peux gracier. Mais je peux demander au procureur qui relève du parquet, le parquet qui relève de l'exécutif, je peux demander, voilà le sens dans lequel nous souhaitons que le ministère public se prononce. On peut le dire des fois, et parfois le procureur n'est pas tenu, vous savez très bien. J'ai demandé que, pour la plupart qui ont demandé la liberté en attendant que le procès aboutisse, j'ai demandé qu'on la mette en liberté. La plupart sont en liberté. Pour ceux qui ont été confondus de violence pendant le processus électoral, la plupart. Sauf peut-être que certains qui ont eu des actes caractérisés de manière particulière et qui peut-être aussi, donc la plupart ont été libérés. La plupart, M. le Président. Je m'en félicite, oui. Puisque témoin, effectivement, de la mise en liberté d'un certain nombre. Je dis bien, je m'en félicite, oui. À la suite des rencontres que nous avons eues. À vous rappeler, voilà, merci de le rappeler. Je m'en félicite. Et je le dis, et je le dis aux uns aux autres. Mais il y en a aujourd'hui environ près de 120. Il y en a une centaine? Oui. Ils sont exactement 82, monsieur. Ah bon, 80 combien? 82. 82. Qui ont manifesté, qui ont fait des... Oui, non, il y a deux catégories. Les étudiants qui ont manifesté pendant les élections. Oui, donc ils sont encore là, c'est des élèves, c'est des étudiants. Monsieur le Président, oui. Vous avez demandé à ce qu'on accélère les processus. Oui, voilà. Et on est en train de dimensionner les juridictions et la création pour aller vite. Accélérer. Les institutions sont pareilles depuis le mois de juin. Il y a eu la coupure au mois d'août qui a fait qu'on n'a pas pu tenir toutes les audiences. Et je leur ai demandé dès la reprise de le faire. On a eu des mutations sur le mois d'octobre. On est en train de reprendre le processus normal. Ça va se faire. Il faut aller vite. Il faut instruire, il faut mettre des moyens pour que les choses aillent vite. Une nomination dans la semaine et quelques autres encore dans une semaine ou 2 semaines. Et tout ira normalement. Parce qu'il n'y a pas eux qui souffrent de l'insuffisance de magistrats. Oui, c'est partout. Je vais vous confier quelque chose, Monsieur le Président. Mon sentiment, ça c'est mon sentiment personnel. Je suis malheureux, triste et je peine. J'ai pris beaucoup de peine à voir des jeunes étudiants, consorts, qui ont été manipulés, qui ont été mis dans la rue, qui ont manifesté, qui ont eu à faire des casses, qui ont brûlé des choses et qui en définitive ne sont pas responsables. Et ce sentiment, je l'ai exprimé au ministre de la Justice pour dire au parquet d'être clément envers ces jeunes qui ont été manipulés. Les vrais responsables, c'est ceux qui les ont manipulés, les ont mis dans la rue. Et si quelqu'un doit répondre des violences là, ce ne doit pas être eux, ce sont plutôt ceux qui les ont. Parce qu'on a des preuves de ceux qui les ont mis dans la rue, qui sont des leaders, qui les ont galvanisés, leur énergie, et qui les ont mis dans la rue. C'est ceux-là. Vous les connaissez? Pour le principe, c'est ceux-là qui doivent être
poursuivis en principe. Et les jeunes, à la limite, être clément avec eux, leur pardonner, parce qu'en définitive, ils ont été manipulés, c'est les enfants. Ceux-là, je continue de dire que nous devons faire vite pour ne pas mettre en cause leur avenir, parce qu'ils ne sont pas responsables. Monsieur le ministre, je vous prie vraiment de faire ce qu'il faut le plus vite possible pour que la procédure ait lieu. Et ceux-là, moi, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de bonheur que je vais les gracier, parce qu'ils ont été utilisés, manipulés. Mais ceux qui ont été des personnes de haut niveau de stabilité et qui ont orchestré, organisé ces choses-là, pour moi, ils doivent répondre. Ceux qui n'ont pas été confondus ou pris, tant mieux pour eux. Mais ceux qui ont été confondus et dont on a la preuve qu'ils font partie de ceux qui ont organisé, manipulé, ils doivent répondre. Pour ce qui est des délits commis dans le champ politique. Donc, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas être absous de leur... Non, il y a des gens qui compromettent l'avenir de nos jeunes. Ceux-là, ils pêchent contre la République, ils pêchent contre les générations, ils pêchent contre les jeunes. Ne serait-ce que pour faire justice aux enfants, il faut que cela paye. Pour que nos enfants de demain ne soient plus manipulés par des politiciens pour leurs intérêts, qui auraient perdu une cause, ou bien qui seraient en train de perdre une cause, et qui veulent que les enfants donnent leur poitrine, donnent leur jeunesse, donnent leur avenir. Pour eux, ce n'est pas bien. Et il faudrait qu'on ne recommence plus ces choses-là, où on envoie nos enfants dans la rue, au préjudice de leur avenir. Et ça, il faut que ceux qui le font répondent de ça, Monsieur le Président. Et ensemble, nous devons agir pour que ça ne se répète plus à l'avenir. Non. La compétition politique ne doit pas amener des perdants ou des gens qui ont parfois légitimement je cherche le mot, ceux qui pensent que le dispositif ne leur est pas favorable. Ils peuvent le penser de manière légitime. Mais ça ne peut pas justifier qu'ils mettent le pays à feu et à sang. Revenons aux élections. On va aborder la question de liste électorale et du personnel électoral. On va aborder ça. Mais je vais déjà sur les deux questions de la Cour constitutionnelle et de la Sénat. Je veux savoir quelle est votre préoccupation. En 2026, les démocrates n'iront pas aux élections s'ils n'ont personne à la Cour constitutionnelle, s'ils n'ont personne à la Sénat. C'est ce que vous voulez dire? Qui a dit ça? Ah bon, ce n'est pas votre intention. Non, je m'en réjouis. Non, personne ne l'a dit. Je m'en réjouis. Mais il y a une manière, lorsqu'il y a un problème, pour qu'on sache que c'est un problème. J'ai entendu, nous ne sommes pas en crise. Je vais vous donner ma position sur la Constitution, les dispositions de la Constitution qui organisent la Cour constitutionnelle. Ma position, c'est que je ne veux pas rentrer dans un débat, que ce soit s'appelle conférence nationale, que ça s'appelle assise nationale, pour discuter, moi, de la composition de la Cour constitutionnelle et de son fonctionnement. Ça fait 34 ans, 33 ans maintenant, depuis 91 je crois, 34 ans, que ça fonctionne très bien. Moi, je n'ai pas changé cela et je n'ai pas l'intention de participer à son changement parce que je trouve que ça a bien fonctionné, c'est quelque chose de très bien. Vous ne l'avez pas changé quand vous étiez là. Je crois qu'à mon tour non plus, ça fait 8 ans que je suis là. Bientôt, je ne compte pas rentrer dans un débat, que cela s'appelle assise nationale ou conférence nationale, parce qu'il n'y a aucun problème. La Cour constitutionnelle n'est pas un problème au Bénin. Donc, il n'y a pas de crise relative à la Cour constitutionnelle qui justifierait, à mon sens, une assise des échanges pour réorganiser la Cour constitutionnelle. Ça fait un. Je viens maintenant au niveau de la Sénat. J'estime pareil que moi, je n'ai pas changé le modèle du Conseil, de la Sénat. Et de ce fait, je ne suis pas convaincu de la nécessité de faire un changement qui fait que, comme a dit le président Ounete, que tout le temps, il doit y avoir des changements au sein de la Sénat. Et que si aujourd'hui quelqu'un se dit d'opposition, il siège. Si demain quelqu'un d'autre vient pour dire je suis opposant, lui aussi il faut qu'il siège. Si après demain quelqu'un d'autre vient pour dire il faut qu'il siège, nous allons déstabiliser les institutions de la République. Et je trouve que nos aînés ont fait quelque chose de formidable, que vous avez préservé, que je vais préserver,
et qui ont fait la gloire du Bénin, qui ont fait que toutes les élections se sont bien passées. Vous avez été élu avec un Sénat dans lequel vous n'aviez personne, je vous le rappelais. J'étais témoin de cela. Et nous n'avions, à l'époque, en 2006, Monsieur le Président, nous n'avions personne au sein de la Sénat. Et pourtant, vous avez été élu président. En 2016, je n'ai personne au sein de la Sénat. J'ai été élu président. En 2021, les démocrates n'ont personne. C'est les FCBE qui sont représentés au titre de son. Vous avez eu 28 députés. Pareil. 2023. En 2023, merci, vous avez été élu député, même nombre de députés que BR. Un parti qui est donc de la mouvance actuelle, un parti qui est donc représenté à la Sénat, vous avez eu le même nombre de députés. J'estime qu'une fois encore, la République du Bénin, les institutions ont encore une fois démontré leur capacité à dépasser nos intérêts individuels. Et ça, je voudrais qu'ensemble, nous puissions saluer le Bénin, saluer les institutions du Bénin pour dire que devant les grands enjeux, les membres de ces institutions savent dépasser leur affinité, leur sentiment personnel et que le Bénin n'est plus à ce stade-là. Reconnaissez-le. Donc, sur la question de la Sénat, je ne pense pas qu'il serait bien de mettre en place une institution qui n'est pas stable, une institution qui va changer au gré des humeurs, des intentions des gens, tout le temps et tout le temps. On ne peut pas avoir une Sénat dont on va parler d'un équilibre quotidien. Il y a un mandat, il faudrait qu'au moment où on met en place la Sénat, que cela respecte donc la nécessité que toutes les tendances soient représentées. Maintenant, sur les autres points, je crois qu'il y a matière à voir ce qu'il est possible d'améliorer. Je vais parler du personnel électoral. Normalement, les acteurs qui vont à une élection, notre dispositif au Bénin, c'est qu'il faut les impliquer dans le choix, la désignation des personnes qui sont réparties dans les diverses communes, localités, dans les divers bureaux de vote et consorts pour organiser à la charge financière de la Sénat pour organiser le processus. Si précédemment, les démocrates n'ont pas été associés, peut-être parce qu'en ce moment, ils n'étaient pas régulièrement représentés dans les institutions, le Parlement ou bien, comment ça s'appelle, les conseils communaux, aujourd'hui, les démocrates sont au Parlement et c'est la deuxième force politique à égalité avec le BR. Vous êtes une force. C'est évident. C'est évident que pour les élections 2026, le personnel électoral que la Sénat met en place avec l'appui des partis politiques, c'est évident que vous allez contribuer à mettre en place le personnel électoral. Maintenant, le jour du scrutin, les partis en compétition également désignent bien leurs représentants dans les bureaux de vote pour veiller à la sincérité du processus du scrutin. Donc, sur ces deux aspects-là, il n'y a pas de risque, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Il n'y a aucune crainte à avoir. Le personnel électoral sera mis en place par vous conformément aux habitudes, conformément aux traditions. C'est clair. Et vous participerez, tous les compétiteurs participeront par leurs représentants le jour des scrutins au suivi du déroulement du scrutin. C'est évident. Et nous allons tous veiller à ce que ce soit ainsi. Personnellement, je m'engage à cela. Ça a toujours été ainsi, ce sera toujours ainsi. Maintenant, pour ce qui est de la liste électorale, La confection. qui est votre sujet principal. La liste électorale, Monsieur le Président. Il faut que la liste, dans tout pays du monde, la liste électorale doit être sincère, établie de manière transparente et refléter la réalité du corps électoral. Le Bénin a travaillé à cela depuis longtemps. Vous avez travaillé à cela. La LEPI a été mise en place. Ça nous a coûté de l'argent, ça a coûté de l'énergie. On a fait quelque chose de très bien. La LEPI était une disposition transitoire. En attendant qu'il y ait un modèle de production des listes électorales de manière normale, comme tous les grands pays du monde. Il n'y a que dans les pays sous-développés qu'à chaque élection, on met en place un dispositif pour confectionner la liste électorale. La liste électorale dans les pays développés, et nous aspirons à être un pays développé, nous aspirons à être un pays développé, je vais le répéter, et dans ces pays-là, tout ça devient automatique. Qui a le droit de voter, c'est celui qui a 18 ans, point barre. Il n'est pas nécessaire qu'à chaque élection,
allez, on met en place. Donc, nous avons mis en place, et vous vous rappelez très bien, nous avons été partie prenante de la réflexion du dispositif de la liste électorale, de sa confection et de sa vie. C'est pour ça d'ailleurs que la loi qui a instauré ça a donné 10 ans. Si vous vous rappelez très bien. Au thème des 10 années. La LEPI. Oui. Au thème des 10 années. Oui. Il était convenu dans l'esprit de tout le monde que nous aurions eu le temps de mettre en place un dispositif normal, non transitoire, un processus normal qui a donné naissance d'abord à la mise en place du processus du RAVIP. Et vous vous rappelez très bien, Monsieur le Président, c'est sous votre mandat, c'est sous votre... que nous avons démarré le RAVIP. Donc le RAVIP est destiné... Vocation administrative dans un premier temps. Est destiné à mettre en place la base des données d'état civil de nos concitoyens. L'état civil du concitoyen lui permet de jouir de ses droits, de ses obligations. Oui. Pour travailler, oui. Pour faire les opérations financières, bancaires, oui. Pour faire tout ce qui relève du droit du citoyen, parce qu'on sait qui il est. Oui. C'est ça l'état civil. Par définition, c'est savoir qui chacun est. Oui. Son âge, d'où il vient, le nom de qui, comment il s'appelle, quel âge il a et qu'on sort. Le vote est civil. Le vote fait partie des droits civils des citoyens. C'est pour ça, Monsieur le Président, que dans les grands pays, il n'y a pas de liste confectionnée ad hoc pour chaque élection. Donc au Bénin, nous avions décidé, Monsieur le Président, à l'époque, vous et moi, vous et nous tous à l'époque, que le RAVIP serait mis en œuvre et irait jusqu'à ce que l'état civil soit une réalité pour tout le monde au Bénin. Donc j'ai continué votre œuvre, Monsieur le Président, en essayant de pousser le RAVIP le plus loin possible. Ça a coûté de l'argent, de l'énergie, et nous avons fait les recensements et autres. Et c'est géré par l'ANIP. De sorte qu'aujourd'hui, en dehors des points d'enrôlement de l'ANIP, on vient d'ailleurs de décentraliser cela, de sorte que dans les arrondissements, dans les mairies, l'ANIP maintenant a installé le dispositif pour que les citoyens puissent aller directement se faire enrôler pour ceux qui ne l'ont pas fait et que les naissances fassent l'objet d'une transcription directe au registre d'état civil, à la base de données d'état civil. Aujourd'hui, ça c'est devenu technique. Monsieur Éric Rouneté a parlé de l'algorithme qui permet de mettre dans l'état civil toutes les données et de pouvoir extraire ceux qui ont 18 ans, qui sont en âge de voter. Donc, nous avons tout fait pour que la gestion efficace de l'état civil soit une réalité au Bénin. Et ça requiert de l'engagement technique. Nous avons fait appel à des experts, à des étrangers, à ceci, parce que nous n'avons pas de complexe. Là où il y a la compétence, on va chercher ça. Pour que ça serve l'intérêt du Bénin. C'est pour ça qu'il y a des Américains, des Français, des Sénégalais, des Rwandais, un peu partout, qui viennent nous prêter main forte. Autant qu'on voit aussi au Canada, en France, des Béninois assurer des fonctions critiques dans ce pays-là. Il y a des grands pays qui ont une compétence quelque part, les gens leur font appel. Et beaucoup de nos compatriotes ont assuré des postes, des fonctions critiques dans les autres pays du monde, même développés. Nous aussi, nous pouvons également par moment faire appel à des Chinois, à des Américains, des Rwandais, des Sénégalais, des Togolais, des Ivoiriens, pour nous accompagner dans notre quête de développement. Moi, je n'ai pas de complexe à cela. Je n'ai pas de complexe. Moi-même, ma vie est un exemple de cela. Je suis homme d'affaires, j'ai des ambitions, j'ai une vision, et j'appelle les gens pour dire, voilà ce que je veux faire, aidez-moi à faire ça comme il faut. Et je prends des compétences et je paye le prix qu'il faut. Et j'ai vu que ça m'a permis d'avoir du succès. Donc, je fais la même chose au niveau de l'État. Le Bénin a besoin d'avoir une compétence dans tel domaine. Où est-ce qu'il y en a? On est prêt à payer le prix. Si un Béninois peut le faire, tant mieux. Mais si on voit qu'il y a un Béninois, mais un étranger qui monte de lui, là, il est connu partout, je lui ai dit, pardon, venez, je vais voir vos pays, vous allez faire ça pour nous. Vous allez faire ça pour nous. Mais comment on fait pour les recruter? Mais moi, pourquoi il n'y a pas un appel à la candidature? Mais bien sûr, Monsieur le Président. C'est fait? Bien sûr. On en a fait tout le temps. Tout le temps. Vous voyez, pour la gestion du marché de gros, nous avons fait des appels à la candidature. Parfois, c'est infructueux.
parce qu'on ne trouve pas les profits qu'il faut. Et des fois, ça nous retarde. Et in fine, on finit par trouver. Le tourisme, c'est pareil. Donc, Monsieur le Président, tant que c'est pour servir le Bénin, moi, je n'ai pas je veux que mes concitoyens, mon pays, aient les services les meilleurs possibles. Et nous sommes prêts à payer le prix pour avoir cela. Et ça, c'est le Bénin. C'est pour ça que pour le RAVIP, nous avons tout fait pour qu'on ait un outil technique qui permet d'intégrer systématiquement les naissances au jour le jour, qui permet d'intégrer systématiquement les décès au jour le jour. Aujourd'hui, l'outil est presque parfait. Je dis pas parfait n'existe pas, mais l'outil est techniquement opérationnel. Il faut maintenant mettre en place les outils d'exploitation, qui également est un dispositif technique. Vous allez être associé à tout ce que vous voulez sans difficulté. Mais il reste une petite préoccupation, Monsieur le Président. Normalement, la liste électorale, les personnes décédées ne doivent plus y figurer. Bien sûr. Parce que c'est un acte du vivant, de celui qui est vivant pour aller voter. Aujourd'hui, quand quelqu'un est décédé et est connu comme étant décédé, la liste est ajustée automatiquement. Donc les décès qui sont enregistrés vont automatiquement dans les bases de données d'état civil. Et cette personne est déclarée décédée, morte. Donc, l'extraction de la liste électorale prend en compte automatiquement. On a réussi ça déjà. Mais on a un problème. Dans la plupart de nos localités rurales, dans nos campagnes, les gens ne déclarent pas tous les morts. Les gens perdent leurs parents, ils enterrent le même jour, le lendemain qu'on sort, ils ne déclarent même pas. Une semaine après, 2 semaines après, il y a des gens qui sont morts depuis 1 an, 2 ans, personne n'a déclaré. Donc, la déclaration des décès n'est pas quelque chose qui est rentré dans les habitudes des Béninois partout sur le territoire. Et ça, c'est un problème. Comment on va faire pour que l'outil étant disponible, performant désormais, permettant la mise à jour automatique des naissances, des décès et de l'évolution des âges, comment on fait pour que les Béninois, nos compatriotes, qui soient dans un village, dans un hameau ou dans une petite ferme quelque part, dès lors que quelqu'un a quitté ce monde, qu'avant de l'inhumer, que nos parents, nos concitoyens aillent à l'arrondissement, à la mairie, pour déclarer la mort et avoir l'autorisation même d'inhumation. Si nous, les Béninois, commencent à faire ça, nous tous, nous aurons une liste électorale parfaite, qui tiendra compte au jour le jour des décès. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça reste, moi, mon objet de frustration. Et je n'arrête pas de dire, sensibilisons les gens. Parlons dans le bout, dire, attention, il faut déclarer les décès pour que notre état civil soit mis à jour au fur et à mesure. Ça, ce n'est pas technique. C'est nos habitudes. L'état d'évolution du pays, de ses concitoyens. Et c'est pour ça qu'il est utile d'afficher la liste électorale. Bien que techniquement ce soit au point, nous avons maintenu qu'il faut systématiquement, avant chaque élection, afficher la liste électorale pour que s'il y a des omissions, les gens puissent s'y inscrire. Si quelqu'un constate que, tiens, mon père ne vit plus depuis hier, depuis 1 an, depuis 6 mois ou depuis hier, attention, je signale au personnel électoral que telle personne n'est plus vivante pour qu'on tienne compte de ça pour le radier de la liste électorale. Donc, la mairie. Donc, nous avons encore ce dispositif-là d'affichage qui permet aux citoyens dans les localités de procéder aux corrections nécessaires, même si l'outil technique est parfait, parce qu'en ce moment, ça ne dépend plus de l'outil technique, ça dépend de l'attitude de chacun de nos concitoyens. Et c'est le seul problème que nous avons aujourd'hui, le seul problème. Et je voudrais que les partis politiques, UP, BR, FCBE, démocrates, nous fassions de la sensibilisation partout pour dire, aujourd'hui, l'état civil est quelque chose, l'acte de naissance se fait automatiquement. Si quelqu'un est né à la maison ou n'importe où, il faut le déclarer pour qu'il soit pris en compte. Si quelqu'un décède, il faut déclarer le décès. Nous partageons en réalité cette information. Oui, Président, c'est pour dire que c'est le seul problème qui reste. Si nous voulons aller par la force, il faut faire ça. Mais si on ne veut pas, on va aller par la manière douce, sensibilisation, information, donner le temps aux Béninois d'adopter ce nouveau mode de vie moderne. Là, on va attendre. Donc, le problème des décès, c'est certaines personnes décédées qui vont figurer encore sur la liste électorale, ça va continuer pendant un temps. Mais, à charge aux concitoyens, une fois qu'on affiche les listes, allez dire, il faut faire ça, ça, ça. C'est pour ça
que quand on veut donner le taux de participation, nous avons tel nombre d'électeurs, combien ont participé? Le taux de participation ne peut être qu'approximatif. On ne pourra jamais avoir le taux de participation exact, parce qu'on ne connaît pas exactement le nombre de réels électeurs, parce que là-dedans, on n'a pas le nombre exact des personnes qui sont en vie à cause de défauts de déclaration de décès. Donc c'est le seul problème aujourd'hui, Monsieur le Président, que nous avons au niveau de la liste électorale. Tout le reste, je peux vous dire, techniquement c'est bon. C'est parfait. Les extractions à partir de 18 ans sont automatiques. Maintenant, le député a dit qu'il ne connaît pas le logiciel qui a été mis en place, comment c'est implémenté et qu'il faudrait auditer. Monsieur le Président, moi je suis d'accord pour vous auditiez le liste électoral. La liste d'état civil, c'est-à-dire la base de données même d'état civil. Voilà. Le registre national de l'état civil, la base de données, je suis favorable à ce que les démocrates auditent ça. Et auditent le dispositif, le logiciel qui permet de faire l'extraction pour voir si c'est bon. Si ce n'est pas bon, on va corriger ensemble. Si ceux qui nous ont vendu le logiciel, ceux qui l'ont installé, on fait des erreurs quelque part, que vous relevez ça, moi je serais heureux. Que, au moins, les acteurs politiques, pour une raison politique, ont quand même mis le doigt sur quelque chose de technique. Parce que si ça se faisait à des erreurs, cette technique, ce n'est pas politique. Personne n'a mandaté l'ANIP pour tripatouiller la liste électorale. Personne. Donc je suis favorable à un audit de la liste état civil, de registre d'état civil, de la base de données. Je suis favorable à auditer, à voir si le logiciel est performant, s'il a été bien implémenté, pour voir si la prise en compte des naissances, des décès, de l'évolution des âges est automatique sans qu'il n'y ait dans une localité, sans que quelque part on dise « Ah, telle personne, ils sont connus comme étant démocrates ou BR ou UP. Il faut que, sachant cela, qu'on les enlève de la liste. » Ces choses-là, je ne pense pas que c'est possible, soit possible. Et le Bénin n'est plus à ça près. Le Bénin a trop évolué, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Le Bénin, voilà, n'est plus à ça près. Donc le fait de remettre en cause la liste électorale, je trouve que c'est une manière également de dégrader l'image du Bénin. C'est une manière de remettre en cause nos acquis, ce que nous avons construit ensemble. Vous aussi, Monsieur le Président, ce à quoi vous avez contribué. Ce à quoi j'ai pris l'engagement de donner le meilleur de moi-même pour sa poursuite. Quand vous dites publiquement aux concitoyens, aux institutions bilatérales, multilatérales, aux partenaires multilatéraux, bilatéraux, quand vous dites que la liste électorale doit être auditée, que ça ne vous paraît pas sincère, vous jetez le probe sur le Bénin entier. Sur 30 années d'efforts, sur même 60 années d'efforts, parce que le Bénin n'est plus à ça près. Le Bénin a dépassé ce stade-là. C'est pour ça que moi je me réjouis et je voudrais que vous fassiez l'audit. Si les démocrates ont l'argent pour payer ça, tant mieux. Si vous n'avez pas l'argent, demandez, le gouvernement va payer. Si les démocrates n'ont pas les ressources qu'il faut pour faire l'audit, dites-le-moi, Monsieur le Président, je vais passer un conseil des ministres et le gouvernement va, et je vous garantis déjà que je vais obtenir l'accord du conseil des ministres pour que le gouvernement paye l'audit. Que vous allez, choisissez les experts que vous voulez. Choisissez, Monsieur le Président, qui vous voulez comme expert. Choisissez les cabinets que vous voulez pour auditer, pour recommander ce qui est, pour relever ce qui est mal fait, pour recommander comment il faut corriger. Et je vous garantis, je vous donne aussi déjà mon approbation pour dire que nous allons le faire. Pour que les démocrates ne disent plus que la liste électorale n'est pas sincère, n'est pas établie de manière transparente, que ça constitue aujourd'hui un problème, alors que le Bénin a dépassé ça depuis longtemps. Je vous en prie. Ce n'est pas bon que vous continuez de dire ça. À partir d'aujourd'hui, ne dites plus ça. Président. Votre rôle maintenant, c'est d'auditer et de faire les recommandations qu'il faut. Président. Mais, Président, veillez à ce que ce ne soit pas fantaisiste. Veillez à ce que l'argent, si jamais l'État paye, ce ne soit pas détourné par quelqu'un. Oui. Et que ça serve effectivement à l'audit et aux recommandations nécessaires pour une liste électorale qui vous rassure. Président, il y a eu... Merci. Non, mais vraiment, merci beaucoup. J'ai voulu, au sujet de cette question de l'ANIP, j'ai bien écouté. Et puis, l'accord de principe que vous venez de donner, en disant, mais vous n'avez pas d'objection. Je crois qu'ils vont, au niveau du parti,
et vont voir avec les autres formations, etc. Il y a quelque chose que nous allons faire. Et moi, je veux suggérer ça. Nous avons dit que c'est maximum 500 personnes par poste de vote. N'est-ce pas? Selon la liste électorale. Or, nous savons très bien que les 500 personnes ne n'ont pas voté. C'est le chiffre qu'on estime qu'on peut gérer pendant une journée électorale. Que 450 personnes sur un poste de vote peut être géré pendant les heures d'ouverture du vote. Je pense qu'il est très rare que nous ayons 60-70% de participation par rapport à la liste électorale. Donc on peut bouger ce chiffre-là un peu, aller à 600 ou 700. Ce qui va faire, c'est une situation technique, hein, ce qui va faire qu'on peut réduire le nombre de postes de vote. Parce que plus le nombre d'électeurs augmente, plus le nombre de postes de vote augmente, plus le nombre de bureaux de vote, de stands de vote augmente. Parce qu'il y a des gens qui ont retrouvé leur poste de vote à 500, à 200 km. Mais ça n'a pas été fait à la tête du client. Ça a été un bug dans le dispositif qui est même, je pense, bon, on va revenir sur ce détail. Mais quand vous avez fait l'audit, vous verrez bien tout ça. Vous allez prendre quelqu'un, une, deux, trois personnes ou 500 personnes pour voir ce que donne le dispositif en termes de poste de vote. Et ça vous permettra de faire les suggestions de correction pour l'intérêt de tout le monde. Oui, juste cette question, Président. Oui. Je crois qu'avec l'audit, avec tout, on peut ne plus poser des questions. Mais pour... Vous allez pas dire que c'est le système. Je ne dis pas que... Et je ne suis pas là pour mettre en cause systématiquement, non. Parce que là, peut-être une occasion pour apprendre. J'ai beaucoup appris. Ben, c'est que nous sommes en train de changer pour voir comment encore améliorer. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez, et je crois qu'ils ont commandé direct à faire sur la question, oui. Oui. Si vous permettez, oui. Sur la question de l'audit, nous sommes un parti politique préoccupé par la question de l'opposition, c'est vrai, mais je pense que les autres aussi peuvent être préoccupés. Donc, si nous voulons faire une telle démarche, il est souhaitable que ce soit l'affaire de tous les partis politiques, peut-être ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, qui seraient représentatifs de l'ensemble de la communauté ceux qui veulent, politique. Moi, je ne veux l'imposer à personne. Si vous parvenez demain à convaincre UP, BR, FCBE pour faire ça, restaurez l'espoir, vous voyez, faites le tour des partis politiques, ceux qui veulent s'associer à vous, vous les mobilisez, vous choisissez ensemble les experts qu'il faut, mais je ne veux pas que ce soit une assise qui décide de ça. Si tous les partis veulent le faire, tant mieux. Donc, faites le tour des partis politiques. Ceux qui veulent s'associer à vous, vous avez la garantie que l'État va donner les moyens, si vous n'en avez pas, si vous ne voulez pas cotiser. Vous avez la garantie que moi, l'ANIP peut défendre l'exécutif. Ils seront instruits dès demain pour se mettre à votre disposition pour les audits selon ceux qui veulent bien. En ce qui concerne la Cour constitutionnelle, je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas perturber le dispositif constitutionnel. Mais je vais oser une proposition. D'accord. Puisque c'est votre sensibilité politique qui a désigné tous les membres de la Cour, à l'Assemblée nationale comme au gouvernement, par le président de la République, si vous suggériez à l'un d'entre eux de démissionner, vous ouvriez la porte à quelqu'un de l'opposition ou des démocrates, et toute la nation verra que quelque chose a été fait. Ce sera formidable. Vous avez tous les moyens de loger cette personne quelque part d'autre. Vous savez comment ça s'appelle? Non, Président. C'est une manipulation. Président Yaboni, vous avez entendu ce qu'il a dit? Ils veulent que... moi, je vais vous dire ce qu'il a dit. Président. Il veut que on manipule. Non, que vous suggériez. Non, il veut qu'on manipule les institutions de la République au gré de l'esprit partisan. C'est l'esprit partisan qui détermine aujourd'hui la manière dont, constamment, il faut manipuler les institutions. C'est très grave ce qu'il vient de dire, Monsieur le Président. Ça veut dire que vous qui avez été élu en 2006 président de la République, sans avoir personne, je sais de quoi je parle puisque nous avons travaillé à l'élection ensemble, on n'avait personne à la Cour constitutionnelle en 2006. En 2016,
Patrice Talon n'avait personne à la Cour constitutionnelle. L'élection s'est bien passée, non? En 2023, les démocrates sont allés aux élections, ils ont eu 28 députés, même nombre de députés que le BR, sans avoir quelqu'un à la Cour constitutionnelle. Et vous voulez que cet acquis, ce mérite que nous avons ensemble, qu'aujourd'hui nous décidons de considérer que ce n'est plus un mérite, ce n'est plus un acquis. C'est comme si on avait échoué. Faire ça, me suggérer de faire ça, c'est comme si nous reconnaissons que nous avons échoué en matière de responsabilité, de dignité, d'intangibilité de nos institutions politiques. Si on fait ça, c'est un aveu d'échec. Or, nous avons réussi. Pourquoi voulez-vous qu'on remette en cause quelque chose qui est notre fierté? Juste parce que vous voulez avoir quelqu'un là-bas. Parce que vous voulez avoir quelqu'un là-bas. Le Bénin est au-dessus de chacun de nous. Le Bénin est au-dessus des partis politiques. Les institutions de la Bénin doivent être traitées avec respect. Et ceux qui y sont, qui tiennent la légitimité du peuple par les institutions, l'Assemblée, la République, et qui ont donné jusqu'à maintenant satisfaction à la République, il ne faut pas faire ça. Quel est votre degré d'honneur pour porter la République béninoise, notre pays, pour porter nos acquis, pour porter l'image? Nous sommes arrivés à quelque part d'extraordinaire dans notre processus électoral, que tout le monde reconnaît partout aujourd'hui. Et vous voulez que je fasse ça? J'ai trop d'honneur pour faire ça. Monsieur le Président de la République, et moi je suis un peu étonné parce que nous avons quand même une petite expérience politique et je sais que nos différentes mandatures de cours constitutionnels ont été critiquées dans ce pays. Parce qu'à un moment donné, ça ne répondait pas à l'aspiration peut-être de ceux-là de l'opposition. J'ai dit la dernière fois au président de l'Assemblée nationale qui se plaignait, j'ai dit, mais estimez-vous heureux? Nago ne dormait pas. Vous étiez dans les escaliers de son comment on appelle ça? De son bureau, du Pêchoir. Estimez-vous heureux? Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, nous, là, de l'opposition, nous n'avons pas le droit de vous critiquer? Pourquoi? De quel droit, nous, de l'opposition, nous n'avons pas le droit de vous critiquer? Monsieur le Président, considérez que nous jouons notre rôle d'opposant. Et deuxièmement, Monsieur le Président... C'est bien dit. Deuxièmement, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de la liste électorale. Vous avez dit qu'ils sont en train de corriger, qu'ils sont en train de mettre les gens à leur poste de vote, ceux qui étaient déplacés. Mais nous ne sommes pas là. Comment nous on va savoir? Vous allez le faire maintenant, non? Non, avant. Mais donc laissez-nous critiquer ça, puisque nous ne savons pas que c'est corrigé. Est-ce que j'ai refusé? Est-ce que j'ai refusé? Vous avez dit que nous... La liste électorale, je n'ai pas refusé qu'on nous dise qu'on corrige ensemble. Non, vous avez dit que oui. Nous, l'image du pays, que nous salissons l'image du pays. Est-ce que c'est parce que notre œuvre n'est pas parfaite que nous allons nous jeter nous-mêmes au diable? Est-ce que, comme vous avez dit tout à l'heure, on a eu à critiquer la Cour? Oui. Moi, tout à l'heure, j'ai dit non, qu'un président de la Cour a dit des choses qui étaient quand même assez énormes. Oui. Mais pour autant, cela n'a pas remis en cause la responsabilité globale de nos institutions dans le temps. Ce n'est pas parce que l'homme est imparfait que tous les hommes valent le diable. Parce que vous êtes pécheur, vous êtes l'équivalent de Satan. Non, je ne peux pas. Mais alors, même Dieu, excusez-moi, je vais blasphémer, ne donne pas satisfaction à 100% aux hommes. Il y a des prières que je fais depuis j'attends, Dieu ne m'a pas encore donné. Vous aussi, chacun de vous. Parce que pour autant, nous disons que, mais des fois on dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? C'est une critique à l'égard de Dieu. Cette expression-là, qui est commune aux croyants. Qu'est-ce que j'ai bien fait à Dieu pour mériter ça? C'est une critique. Ce n'est pas parce que l'œuvre est perfectible et susceptible de critique que tout ce que nous faisons, nous les envoyons au diable, on dit non, jamais non. On a fait des choses bien globalement, dans le temps. C'est pour dire que nous pouvons œuvrer à améliorer les choses sans donner l'impression à nos concitoyens et au monde entier que ce qui se passe est d'une gravité extrême au point de brûler le pays.
Moi, je voudrais vous rassurer de ce que tout ce qui sera constaté, qui sera une insuffisance, sera corrigé. Et c'est pourquoi je veux vous réaffirmer ça à nouveau. Contactez les partis politiques qui veulent bien s'associer à vous. Si c'est tous les partis politiques du Bénin, il n'y a pas de problème. Et vous choisissez les experts, les cabinets que vous voulez pour faire les audits. C'est comme ce qu'il faut faire, monsieur honorable, monsieur, ce qu'il faut faire. Oui. Pourquoi d'ici 2 ans, vous n'allez pas avec la Sénat, les autres partis de l'opposition, voir les répartitions. 1, débattre sur le nombre d'électeurs par poste. 2, vérifier si nos concitoyens sont dans les bureaux de vote, les postes de vote qui leur conviennent. Et peut-être demander que peut-être dans 6 mois, dans un an, avant les élections, qu'on affiche à nouveau toute la liste électorale avec les postes de vote, qu'on affiche ça pendant même 6 mois. Vous me suivez? Pour que les gens relèvent. Moi, là où je suis là, ce n'est pas bon. Moi, je suis prêt à ce que l'État paye. On affiche, parce que ça a pénalisé beaucoup. Moi, j'ai eu des parents même qui ont été pénalisés aussi. Parce qu'ils ont dit, moi, là où je dois voter, c'est trop loin, je ne suis pas allé voter. Beaucoup de gens ne sont pas allés voter en 2023, là, à cause de leur poste de vote qui est trop loin de leur résidence. Non, si on affiche pendant 6 mois, on peut même donner 1 an. Après, et moi, je suis prêt à ce qu'en ce moment, mais si vous voulez, même moi, mettre une équipe en place pour veiller à ce qu'on corrige, on intègre la demande de chacun dans le logiciel. Quand je vous invite à faire les choses de manière, quand je vais dire ça, responsable. Oui, président, c'est le manque de dialogue. Vous voyez ce que je dis là? Vous comprenez, non, monsieur Achadé? Ce n'est pas des choses, c'est bon pour nous tous. D'ailleurs, je profite pour vous dire quelque chose, président. Bien entendu, sur les réseaux sociaux, que vous voulez proposer qu'il y ait des réformes sur le code électoral. Au-delà de ces 3 sujets-là. J'espère que ce qu'on a évoqué là, ça s'arrête là. Moi, je ne suis pas au Parlement, mais je vous suggère, je vous en prie. Ne démarchez pas, n'entrez pas en discussion au Parlement pour modifier le code dans le sens de remettre en cause le système partisan actuel. Ne remettez pas en cause ce qui concourt à faire des partis forts et gros. Si vous remettez ça en cause, les démocrates, le parti va se casser. Si vous modifiez le code électoral de sorte que demain, si les organes du parti ne positionnent pas Pierre, Paul, Bior ou Jacques sur une liste, et qu'en ce moment ils peuvent partir, aller créer leur liste à part, aller aux élections, si vous faites ça, on retombe dans le passé, demain vous n'allez plus maîtriser le démocrate. Ça va devenir démocrate 1, démocrate 2, démocrate 3, le parti va se casser. Si vous faites ce genre de modification, je ne vais pas soutenir. Mais toute modification que vous pouvez faire au code qui va dans le sens du renforcement des partis politiques, le renforcement du pouvoir des partis politiques, de leur grossissement, de leur absorption, même que les partis absorbent les autres partis politiques, je vais soutenir. Parce que c'est l'héritage que j'aimerais laisser, qu'on a contribué ensemble à mettre en place ce système partisan viable, où les grands partis existent et qu'il n'y a plus de multitude de petits partis politiques. Je vais faire l'allusion au seuil de représentativité des listes aux élections. Si on va aux élections, si vous modifiez le code pour dire désormais, pour avoir droit au partage des députés, et qu'on sort, au lieu d'avoir 10% de suffrage recueilli au plan national, vous amenez ça à 1% ou 5%, ou vous sautez ça, vous aurez commis vraiment une erreur grave contre la République. Parce que même pour vous, ça va vous desservir, ça va faire casser le parti. Président, parce que demain, toute personne qui ne serait pas sur votre liste électorale va créer sa liste à part. Et ça va être pareil pour UP, BR, tout le monde. Donc ne faites pas cette erreur-là. Elle va tuer les démocrates elles-mêmes, le parti lui-même. Donc ce genre de réforme, je vous en prie, si c'est destiné à renforcer la chose, je soutiendrai. Si c'est destiné à affaiblir les partis politiques, je ne vais pas soutenir. Vous allez soutenir l'équipe du président si on veut enlever. Non, le politicien doit être un bon citoyen. Le politicien, le député, le maire doit donner l'exemple des citoyens exemplaires. Parce que tout doucement, nous ferons en sorte que les acteurs politiques seront tellement exemplaires que personne n'aura rien à dire sur eux. Et il y en a déjà. Il y a des gens qui disent je n'ai pas d'histoire. Dis-moi ce que je dois, il paye. Le président Boni est d'accord. Oui, moi je suis d'accord. Oui. Donc, on peut se féliciter, non? Le pays avance. Maintenant, la question de Rekia, Aïvor et autres présidents, elle est en prison. Elle a condamné, moi je dis, je n'ai pas pris la décision de la gracier.
Vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. Les grâces qui ont été prononcées ne figurent pas parmi les grâces. Peut-être que c'est la grâce demain, je ne sais pas. Demain, à chaque jour, c'est sa peine et ses entendements, engagements et consorts. Mais aujourd'hui, elle n'est pas graciée. Je vous avais dit ça, M. le Président. Ce n'est pas la première fois que je vous ai dit que je ne comptais pas la gracier. Je vous ai dit ça. Bon? Oui, je vous ai dit ça. Vous avez oublié? J'ai dû oublier alors. J'étais un peu distrait peut-être. Non, je vous ai dit ça. Des fois, je vous ai dit que je n'étais pas dans mes intentions. Vous êtes prêt à donner la loi d'amnistie? Moi, je ne suis pas député, c'est vous qui votez. Ils sont là, demandez-leur de voter la loi d'amnistie. On d'amnistie. demande le soutien du président. Pour la loi d'amnistie? Je ne soutiendrai pas la loi d'amnistie. Pardon? Président, ne faites pas. Je vais vous dire, je vais vous dire pourquoi je vais vous répéter ça. Oui. Autant, oui, j'utilisais mes pouvoirs de grâce au profit des enfants, des jeunes qui ont été manipulés et qui se sont retrouvés à commettre des choses graves, des délits, autant je vais tout faire. Parce que dans mes pouvoirs, oui, que s'ils sont condamnés, je peux les gracier. Que pour accélérer les procédures, pour qu'ils ne restent pas longtemps, et je vais commencer à le faire. Je vais instruire le ministre pour que le parquet soit diligent, pour que les réquisitions du parquet soient plutôt relèvent de la clémence. Mais autant, ceux qui ont foutu leur jeunesse en l'air, ceux qui ont envoyé les enfants, ces enfants qui ont passé 1 an, 2 ans de détention, ceux qui les ont envoyés faire ça, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ont fait ça pour leur intérêt, ils n'ont pas pensé à l'avenir des enfants. Ceux-là, on ne peut pas dire qu'il faut également considérer qu'ils n'ont rien fait. C'est grave que toutes les fois qu'il y a élection, qu'un candidat, parce que les choses ne se sont pas passées à sa satisfaction, décide de mettre le pays à feu et à sang, de mettre les enfants dans les rues, de mettre les enfants à brûler des maisons, à brûler des usines, à brûler des biens privés, des stations. Et on le sait, on a la preuve. On va dire non, bon, comme c'est un acteur politique, et c'est pas grave. Non, si on fait ça comme un péché contre nos enfants, contre nos jeunesses, il ne faut pas que ça se répète. Il ne faut pas que ça se répète. Autant je considère que les enfants ne sont pas responsables, autant ceux qui sont responsables doivent répondre de ce qu'ils ont fait. C'est même pas bien de parler d'amnistie, c'est pas bien. Si jamais les acteurs politiques ne doivent pas rendre compte de ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Nous ne laissons pas, pour notre pays, les gens soient venir un code. Il faut laisser un code pour dire que ça, là, ça se punit. Ça ne se pardonne pas. Ça ne s'amnistie pas. Moi, j'ai dit une chose, hein. Celui qui s'attaque à moi, qui veut me tuer, je peux le pardonner. Politiquement. Je peux lui pardonner, ce qui veut me tuer. Mais celui qui veut tuer mon pays, qui va organiser des émeutes, tuer des enfants, d'autres personnes, mettre des enfants dans la rue, brûler des biens sur la... Moi, je dis que la personne doit répondre de ça. Si la personne a commis une faute contre moi, personnellement, on peut régler ça. On peut régler ça. Mais contre la République, non. Le doyen? Non, c'est bon. Vous n'avez pas de questions? Non. Je constate seulement que est-ce qu'on peut... la proposition de loi d'amnistie a fait un plan. Président. Je suis embêté. Mais pourquoi il vient dire pardon? Pardon, président, pardon. Président, pardon. Moi, pardon. Pardon oui. D'instaurer un code dans la République pour que les choses graves ne deviennent pas l'exemple, ne servent pas d'exemple. Que la République puisse punir sévèrement ces choses-là pour que les générations à venir ne recommencent pas. Parfois, le pardon peut être une faute. Parfois, le fait de pardonner quelque chose peut être une faute pour la communauté parce que ça instaure. Le pardon, il est... Un responsable politique doit assumer ce qui est de sa responsabilité nationale, républicaine. Il faut l'assumer, il faut avoir le courage, même si on peut rentrer pleurer de ses larmes. On dit non, la protection de l'intérêt de la communauté requiert qu'on agisse avec détermination. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier. Merci bien. Sincèrement, je souhaiterais que ce genre d'échange ait lieu plus fréquemment. Voilà. Parce que le défaut de communication, d'échange, oui, ça... voilà, peut des fois
donner l'impression qu'on est en conflit les uns contre les autres. Or, parfois, les recueils sont fondés. Parfois, les revendications sont constructives. On vient d'évoquer certains points sur lesquels je trouve que ce serait bien de faire ce que vous souhaitez pour améliorer les choses. Bon, d'autres ne sont en politique, comme l'a dit le président Omlité, sont en politique. Il y a des choses qui relèvent purement de révélation politicienne, sur lesquelles nous pouvons dire non, cher ami, on comprend, mais le problème n'est pas là. Là, il y a un problème, il faut travailler à le résoudre. Vous pouvez compter sur moi, mon engagement, sur ma sincérité, pour faire en sorte que les élections à venir n'aient pas une personne qui remplisse les conditions d'aller. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est susceptible d'être qui est éligible. Tout le monde a l'âge de voter peut être électeur, mais seulement quelques-uns remplissent les conditions d'éligibilité. Je veux dire par là, chers amis, monsieur le président, que voyons-nous le plus souvent possible. Le problème là, régnons nous. Ce n'est pas la peine de courir dans le monde entier pour dire le Bénin va mal, et si la démocratie est en danger, et qu'on soit, mais non, ce n'est pas vrai. Au moment où le Bénin est admiré, il ne faut pas que les profits du Bénin, il ne faut pas que les honorables députés, il ne faut pas que l'ancien président de la République du Bénin, qui a construit, qui a participé à ce pays, où tout ce que nous faisons relève de ce qu'il nous a laissé comme héritage, qu'il lui-même remette en cause. Je suis soucieux. Je suis de la paix. C'est légitime. C'est légitime. C'est déjà une bonne chose. Rendons grâce à Dieu que cette rencontre-là ait lieu. De toute façon, en matière d'attachement à la patrie, ne doutez pas. Ça, je vous le rassure. Les gens qui estiment que les démocrates, c'est des violents et tout ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc il faut changer l'image des démocrates. Il faut changer l'image. C'est l'image que vous projetez actuellement, c'est pas bon. Ça là. Mais est-ce que le pays avance, président? Le pays avance un peu quand même, non? Mais écoutez, dans toute chose, on rend grâce à Dieu. C'est Dieu qui donne. Est-ce que le pays avance quand même? Si je dis que le pays, quelque part, il y a plusieurs. Le terme avancement, à mon avis, il y a plusieurs compartiments. Plusieurs compartiments. En dehors de la démocratie, des élections, le souffle, la vie que le Dieu nous donne, etc. Les infrastructures, j'en vois. Mais la question sociale, nous allons bouger et nous aurons l'occasion d'en parler. La question sociale. Les cantines scolaires, ça n'a pas atteint un niveau appréciable. Les salaires qui ont été augmentés. Nous sommes en train de faire le point. S'il y a quelque chose, je viendrai. Pour dire de temps en temps, il faut dire ce que fait mon petit là, c'est bon. Hein? De temps en temps, il faut dire ça. Oh, oui. Mon petit frère, ce qu'il fait là, c'est bon. Président, à l'Assemblée, au soutien, nous demandent ça. Et nous leur disons que eux, c'est leur rôle. Nous, c'est de relever les faiblesses. D'accord. Oui, c'est aussi un peu. L'homme est sensible à la critique quand de temps en temps, quand quelque chose de bien, on lui dit. Si vous critiquez quelqu'un, votre enfant qui va à l'école, si vous ne le félicitez jamais quand il fait un petit effort, il va considérer que vous ne l'aimez pas simplement. Et vos critiques, vos reproches, il va considérer que c'est du désamour. Les critiques sont prises en compte par quelqu'un qui, de temps en temps, ne les assimile pas simplement à du désamour. Il considère que, ah non, même quand je fais un petit effort, il me reconnaît, il sera plus sensible aux reproches. Quand le reproche est systématique et général et permanent, se feront dans le cadre approprié. Mais maintenant, il faut le faire. Mais j'ai dit dans le cadre approprié. Mais là, tout récemment, concernant la question du soja, le problème n'est pas réglé. La réduction de la taxe de 140 à 30. À 30, c'est bien ça, non? Oui. Mais il reste la question. De la sortie par les frontières, par le Togo. Je vous ai entendu parler de ça. Non. Président, président, j'ai un poulet. C'est parce que Président. J'ai bien dit qu'aucun pays ne peut accepter que son produit sorte par d'autres frontières. Mais toutefois, parce que ça participe au PIB, ça participe à la croissance économique, à la balance économique. Commerciale. Et vous avez dit toutefois. Voilà. Il faut lever les pierres. Lever les pierres, avait dit. Président, il y a cette question. On se comprend, hein? On se comprend, mais il y a cette question aussi. Aujourd'hui, c'est impossible. Impossible que les gens traversent. C'est ça. Vous êtes député. Oui. Vous êtes amené à construire le pays
en tant que responsable politique, est-ce que vous voyagez beaucoup? Est-ce que les pays sérieux, qui sont même dans une même communauté, je vais prendre la France et la Belgique, qui aujourd'hui sont dans l'Union européenne, où la circulation est libre entre les deux pays, est-ce que les voies de libre circulation ne sont pas connues, fixées, définies et contrôlées? Les voies de la libre circulation. N'est-ce pas? Est-ce que nous avons fermé toutes les voies de circulation entre le Bénin et le Togo? Chacun se lève, il ouvre une voie. Le Togo et le Bénin, ce n'est pas le même pays. C'est deux pays frères, même communauté, mais ce n'est pas le même pays. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser chacun ouvrir la voie qu'il veut pour relier, pour aller du Bénin au Togo. La circulation des biens des personnes doit être libre, ce n'est pas les voies dédiées. Les voies qu'on peut contrôler. Parce que le contrôle de l'activité humaine, le contrôle des libertés, la liberté est protégée, mais le contrôle des libertés relève de la responsabilité des gouvernants. Le jour où vous n'avez plus aucun moyen de contrôler, vous avez failli à votre mission. Les gens circulent. Pourtant, on demande aux gens d'avoir les pièces d'identité. Pourtant, la police est là et regarde ce que font les uns les autres. La liberté de circuler, d'aller et de venir ne veut pas dire aller et venir avec un état aveugle. Parce que le jour où le mal va s'abattre sur vous, si vous êtes aveugle, vous disparaissez. C'est pour ça qu'on ne peut pas permettre que les voies de circulation des personnes et des biens soient anarchiques. Par région, on a défini quel est le poste, là où il peut y avoir la douane, la police, la sécurité qu'on sort. Les autres, il faut fermer les voies. Tant de voies ont été ouvertes par anarchie. Moi, j'ai choisi de faire des choses pour que monsieur Sesseur profite pour dire d'un pays où il y a de l'ordre. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens faciles de fermer ces voies définitivement. Mais ce n'est pas bien qu'il y ait autant de voies de circulation anarchique entre les... Après, le Togo, ce sera côté est. Le Bénin va être un pays sérieux, respecté, ordonné. Où aller au Nigeria, il y a les voies dédiées. Aller au Togo, il y a les voies dédiées. Aller au Bénin, il y a les voies dédiées. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, pour un député que vous êtes, pour un responsable politique, ce n'est pas bien de dire que la circulation doit être anarchique entre le Bénin et le Togo. Ce n'est pas bien. Non, Président. Les barrières constituent comme une frontière, c'est comme si on délimitait. Mettre des pierres, un tas de pierres quelque part, ce n'est pas une délimitation. C'est pourquoi on a choisi mettre des blocs de pierre et non faire des barbelés. Si on fait des barbelés, ce n'est pas bon. Et des tranchées, Président. Oui, tout ça là, c'est une infrastructure qui n'a pas la même signification. Ceux qui sont au-delà, c'est des Béninois. Il peut passer à pied. C'est des Béninois. On a laissé les gens passer à pied. Il y a des passages à pied possibles. C'est le passage motorisé qui est bloqué. Président, dans 3 ou 4 ans, vous allez voir, parce que cette année, moi je vais à nouveau subventionner les engrais. Nous allons booster la production. Il faut que la production de soja passe au moins à 600, 800 000, 1 million de tonnes. Le soja. Le soja. Ça va devenir une culture phare au Bénin. Mais je veux que ça crée des emplois au Bénin. Il y a la que ça crée des taxes au Bénin, que le Bénin vive de l'effort de ses concitoyens. C'est nous qui préparons les pistes pour eux. C'est nous qui fournissons les semences. C'est nous qui allons fournir demain. Il ne faut pas qu'après, on fasse ça. Ça va dans un pays où lui, il dit je m'en fous, ça passe par là, ça nourrit mon transport, vous exportez, faites ce que vous voulez. Le cajou développe les autres pays au détriment de notre pays. Moi, le Togo peut continuer, hein, mais les produits du Bénin ne vont pas. Le Bénin va, dans 5-10 ans, le Bénin sera un pays presque développé. Mais il faut bien rémunérer la production, les producteurs. Oui, c'est tout doucement. Ah, c'est tant qu'il y aura des cas. Oui, rémunérer les producteurs, c'est le marché qui rémunère. Après, maintenant, on a baissé la taxe. La taxe. Oui. Personne à la date d'aujourd'hui n'ira plus au Togo. Je suis convaincu. Au niveau où la taxe est aujourd'hui, ceux-là qui sont allés de l'autre côté vont revenir. Inch'Allah. Bon, le décret, Président. Oui. Le décret qui interdit l'exportation, je crois, à partir de mars ou avril, non? 2024. Au-dessus de la. Je ne sais pas si la campagne 2024. La campagne va finir quoi? En avril, mais c'est fini. La campagne il paraît que ça va au-delà. On a dit maintenant que c'est pour la campagne actuelle. Donc, tant que
en tout cas jusqu'en même juillet prochain, on peut permettre la récolte même de soja a lieu. On va regarder quand est-ce que la nouvelle récolte commence. Et c'est en ce moment qu'on va arrêter les exportations. Donc tout ce qui relève de la campagne actuelle jusqu'en mai, juillet peut continuer à être exporté. Est-ce que la mesure est déjà applicable? De La taxe, La taxe. Si. J'ai appris qu'il y a des camions qui sont arrivés à Cotonou, Oui, mais qui sont allés à Sonicom. Et on allait envoyer des gens ici, là-bas hier. Les gens leur disent non, que la douane c'est 240, mais c'est faux. Exactement. Ils disent ça parce qu'ils veulent voler les producteurs. Mais on dit le budget. C'est des véreux. Au niveau du budget. Oui. Et que la taxe sera effective à partir de janvier. Non. Vous savez, l'État est libre que la loi fixe une taxe. L'État décide de ne pas payer ça. Et c'est une mesure de subvention indirecte. Parce que si on ne veut faire pas la loi, il va falloir qu'on aille faire un collectif pour demander que la taxe, parce que la taxe est déjà fixée pour l'année. Donc, comme c'est fixé pour l'année, on ne change pas. Mais l'État subventionne ça et demande que les gens ne payent pas ou payent une partie seulement de ça. Et le gouvernement a le pouvoir de ne pas collecter une taxe, même quand la loi l'a fixée, ou ne pas collecter partiellement. Ça se traduit par une subvention. Et dans les comptes généraux qui sont présentés après, on va montrer qu'il y a eu tel différentiel que c'est une subvention que l'État a apportée à la filière soja. Monsieur le Président, Oui. par rapport à ceux qui ont essayé hier de faire supporter les taxes Oui. aux producteurs, Donc ils ont même dit carrément que c'est peut-être 840 que on c'est a pas fait. fait un communiqué, vous avez demandé au ministre Voilà. des Finances qui m'en a parlé. Le communiqué passe. C'était déjà la signature du RGG. Ok. Et à la sortie, en principe, je devrais avoir ça pour que... Pour diffuser le communiqué. Vous montrez que les 33 sont déjà en vigueur au port. Oui. Merci beaucoup. Président, merci infiniment. Merci bien. Même si parfois les propos ont été un peu chauds, c'est notre habitude. Ou bien, Président.